Alors donc, je suis infirmière et sexologue. Je travaille à l'hôpital Saint-Joseph depuis de nombreuses années et je travaille en collaboration avec le docteur Sophie Wilomanski, qui est gynécologue et sexologue comme moi. Alors, je ne suis pas gynécologue ni obstétricien, je suis infirmière et sexologue, mais on travaille ensemble sur la prise en charge de la sexologie dans le cadre de l'endométriose, donc à l'hôpital Saint-Joseph. Je ne sais pas si vous avez assisté ce matin aux ateliers qui étaient proposés. Conférence de ce matin, on a probablement repris avec vous la définition de l'endométriose, donc je vais y revenir un petit peu, mais d'une manière un petit peu plus succincte parce que l'idée de cette présentation, c'est d'avoir davantage de la science sexologique. Donc l'endométriose, qu'est-ce que c'est? L'endométriose, c'est une maladie hormonodépendante qui est bénigne et chronique et qui se manifeste par la présence de tissus qui appartient a priori à l'utérus, que l'on va retrouver en dehors de la cavité utérine. Généralement, l'endométriose débute avec l'arrivée des premières règles et elle cesse quand on entre dans la ménopause, c'est-à-dire au moment où les cycles menstruels cessent. C'est une maladie qui est fréquente et qui est très largement sous-estimée. On estime à environ 7 ans le temps d'errance thérapeutique avant qu'une prise en charge adaptée soit mise en place. Donc elle touche environ 10% des femmes en âge de procréer, c'est probablement aussi un pourcentage sous-estimé. Et donc c'est une des causes d'infertilité chez la femme. L'endométriose, elle est reconnue depuis très peu, donc depuis le mois de janvier, comme une affection longue durée. Donc pour illustrer un petit peu cette définition, on va revoir un petit peu où est-ce qu'on peut trouver des cellules d'endométriose en dehors de la cavité utérine. On peut en trouver au niveau du muscle utérin, le muscle qui entoure l'utérus, qu'on appelle les myomètres, et à ce moment-là on parle d'adénomyose. On peut trouver aussi des lésions d'endométriose en dehors de l'utérus. Je vais essayer d'utiliser ce petit truc. Donc dans la cavité pelvienne, le schéma il est assez bien illustré parce que donc ils ont représenté les petites lésions d'endométriose comme ça en marron. Quand on opère des femmes de l'endométriose, cliniquement ce qu'on découvre, ce sont des lésions qui ressemblent à du chocolat au lait fondu. Donc c'est plutôt bien illustré. Donc dans la cavité pelvienne, on peut trouver des cellules d'endométriose sur l'utérus, au niveau des ovaires, au niveau des trompes de Fallope qu'on appelle également les trompes utérines, au niveau des ligaments utérosacrés dont on va un petit peu plus amplement parler tout à l'heure, au niveau du rectum, au niveau de la vessie, dans la cavité abdominale également, avec des présences de lésions au niveau de l'intestin, du côlon, et puis parfois dans la cavité thoracique, et on a déjà retrouvé des lésions au niveau cérébral. Les symptômes de l'endométriose, alors il y en a plein, il y a autant de symptômes qu'il y a de femmes et de localisation de lésions. Donc les principaux symptômes de l'endométriose, ce sont des douleurs pelviennes, chroniques ou non, des douleurs au moment des règles, qu'on appelle des dysménorrhées, des douleurs pendant les rapports sexuels, qu'on appelle des dysparéunies, des douleurs à la défécation et en urinant, des douleurs lombaires et tant d'autres. L'endométriose, elle a un réel impact sur la vie sociale et sur la vie professionnelle. On se rend compte que c'est véritablement problématique parce qu'elle engendre un absentéisme, que ce soit scolaire ou professionnel. Et du coup, c'est très problématique parce qu'il y a plein de femmes qui se retrouvent dans des situations où envisager des évolutions de carrière, ça peut devenir problématique. Donc c'est ce sont des conséquences qui sont hyper importantes de prendre en considération. Voilà. Et puis sur le plan affectif, sexuel et familial, l'endométriose, c'est une maladie qui est assez complexe parce qu'il y a beaucoup de femmes qui ont le sentiment d'imposer à leur partenaire leur maladie, notamment dans la sexualité. Il peut y avoir des répercussions et c'est de ça dont on va parler aujourd'hui. Et puis sur le plan familial, comme on le disait tout à l'heure, l'endométriose, elle peut être à l'origine d'une infertilité et ça peut être extrêmement anxiogène d'avoir cette espèce de clé de Damoclès au-dessus de la tête où on vous dit la fertilité, ça va être compliqué d'emblée et voilà, donc ça peut remettre en question ou en tout cas se poser énormément de questions, voire générer de l'angoisse. Donc toutes ces conséquences sont extrêmement embêtantes. Pourquoi est-ce qu'on parle de sexualité et d'endométriose? Alors tout d'abord parce que l'OMS, elle donne une définition de la santé sexuelle. Il existe une définition de la santé, donc c'est un état de bien-être complet sur le plan social, sur le plan physique et psychique.
Et bien, la santé sexuelle, elle fait partie de ces composantes de bien-être de la personne. Et donc, c'est une dimension à côté de laquelle on ne peut pas passer parce qu'elle est extrêmement importante. Et puis, on en parle aussi parce qu'il y a quand même 78% des femmes qui sont atteintes d'endométriose qui présentent au cours de leur vie des dysfonctions sexuelles. Les symptômes sexuels spécifiques à l'endométriose, alors il y en a quelques-uns. Il y a les dyspareunies profondes. Les dyspareunies profondes, ce sont les douleurs à la pénétration profonde. Alors ça peut être la pénétration par le pénis, la pénétration par un sextoy, la pénétration par n'importe quoi d'autre. Et souvent, ces douleurs, elles sont liées à une atteinte endométriosique au niveau des ligaments utérosacrés et au niveau des nerfs sous-péritonéaux. On y reviendra tout à l'heure davantage. Le petit schéma sera peut-être un petit peu plus concret. Il y a aussi donc, des dyspareunies d'intromission. Donc ça, c'est les douleurs que l'on ressent à la tentative de pénétration, donc à l'entrée du vagin. Il y a des douleurs vulvaires, qu'on appelle des vulvodynies ou même des vestibulodinies, qui se manifestent par des douleurs, un véritable inconfort au niveau de la vulve. Et puis parfois, une baisse du désir, une baisse de la libido, des troubles de l'excitation et puis des douleurs également lors de l'obtention de plaisir. Le fait d'obtenir des orgasmes suite à une stimulation sexuelle peut engendrer la gâchette qui déclenche des douleurs, parfois sur un court terme, mais parfois plusieurs jours après le rapport sexuel en question. Donc on va faire un petit rappel sur la sexualité humaine. Donc la sexualité humaine, elle est basée sur deux phénomènes qui sont hyper importants, que sont le réflexe de vasocongestion génitale. Donc ça, c'est un versant vasculaire, on va dire. Ce versant, il est responsable de la lubrification du vagin chez la femme et qui est responsable aussi de l'érection chez l'homme. Et donc, ce réflexe de vasocongestion génitale, il est associé à une hypertonie musculaire, donc une contraction des muscles du périnée. Et en fait, la combinaison de ces deux réflexes, qui sont complètement involontaires et inaccessibles de la volonté, permettent d'avoir un rapport sexuel, on va dire, optimal. Pour faire un petit rappel sur les organes génitaux féminins, donc là, sur la gauche, vous avez les organes génitaux externes. Donc avec le schéma est un petit peu flou, mais sur la diapo suivante, ce sera un petit peu plus clair. Ici, on a le clitoris. De chaque côté, ici, on a les petites lèvres. Ici, on a le méa urinaire, c'est le trou par lequel on fait pipi. Ici, on a l'orifice vaginal, donc c'est l'entrée du vagin, qui, avant d'entrer dans la sexualité, est recouvert partiellement d'un hymen. De l'autre côté, on a les organes génitaux internes, donc ça c'est la partie visible de l'iceberg et ça c'est la partie invisible de l'iceberg, avec ici la vulve, donc l'entrée du vagin qui est juste ici, l'orifice vaginal juste ici, qui est fermé on va dire par le col de l'utérus au bout. Au-dessus nous avons l'utérus dans lequel peut venir se loger une grossesse. De chaque côté, les trompes utérines et les ovaires dans lesquels sont fabriqués tous les mois des ovocytes. Les zones érogènes primaires de la femme, ce sont donc le clitoris et le vagin. Donc pendant de nombreuses années, et aujourd'hui encore, on questionne beaucoup les femmes sur leur capacité à ressentir du plaisir et notamment de savoir si leur plaisir est plutôt clitoridien ou vaginal. Donc en fait, on s'est rendu compte que là c'est le même schéma que tout à l'heure, un peu plus clair comme je vous le disais. On voit donc le clitoris qui est ici. Visuellement, il est tout petit, il fait environ 1 à 2 cm. En réalité, le clitoris, il est gigantesque, mais il est complètement caché. Et sa spécificité, comparée au sexe de l'homme, c'est qu'il a une seule fonction. Sa seule fonction, c'est le plaisir féminin. Alors que l'homme, le pénis de l'homme, il a une double fonction, qui est la fonction urinaire et la fonction du plaisir. Donc le clitoris, son job, c'est juste de donner du plaisir. Donc il est constitué, donc là on a le gland du clitoris, on a le capuchon du clitoris donc qui recouvre le clitoris, qui correspond chez l'homme au prépuce. Et de chaque côté, on a deux corps érectiles, qui correspondent au corps caverneux chez l'homme, qui se gorgent de sang et qui font ce dont on parlait tout à l'heure, cette vasocongestion. Et de chaque côté du vagin, on a les corps spongieux. Donc en gros, quand on questionne les femmes, est-ce que vous êtes plutôt clitoridienne ou plutôt vaginale? En réalité, cette question elle est un petit peu obsolète parce que le plaisir ressenti, il est toujours lié au clitoris. C'est toujours le clitoris qui donne du plaisir, peu importe que la stimulation soit externe, donc par le gland du clitoris, ou interne par l'entrée du vagin.
De l'autre côté, dans ces découpes d'imagerie médicale, on voit le vagin, donc on va dire au repos, sans aucune stimulation sexuelle, donc on voit qu'il est un petit peu aplati. Et puis sur l'image en dessous, on voit la manière dont il évolue lors de l'excitation sexuelle et lors du rapport sexuel. Et en fait, on assiste à un phénomène qu'on appelle la ballonisation du vagin, c'est-à-dire le vagin qui s'étend, qui s'allonge et qui se dilate. Voilà, donc ça c'était les zones érogènes. Et comment on s'est rendu compte de tout ça? On s'en est rendu compte grâce à ces deux personnes, donc sur la photo de gauche, que sont William Master et Virginia Johnson, donc c'est des Américains. Lui, il était gynécologue et elle était psychologue, donc c'était dans les années 60-70. Et donc, l'histoire a voulu qu'avec leurs études, ils ont fini ensemble, ils sont devenus un couple. Mais au départ, ils ne l'étaient absolument pas. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Eh bien, en fait, ils se sont intéressés à comment la sexualité, ça fonctionne. C'était une question qui restait vraiment un mystère pour tout le monde. Et donc, ils ont sollicité des volontaires, donc plus de 300 femmes, plus de 300 hommes. Au départ, il y avait beaucoup de prostituées qui se sont prêtées à l'étude. Et on leur a collé à tous ces participants des petites électrodes un peu partout sur le corps. Et on leur a demandé de se mettre dans plein de situations, donc avant l'excitation sexuelle, pendant l'excitation sexuelle et après l'excitation sexuelle, en mesurant leur fréquence cardiaque, leur transpiration, tout plein de choses, la dilatation des pupilles, vraiment plein de choses, et notamment ce qui se passait au niveau génital. Et donc, qu'est-ce qu'on a obtenu grâce à leurs études? On a obtenu un modèle qu'on appelle le modèle de la réaction sexuelle. Donc, ce modèle de la réaction sexuelle, il se présente en 4 phases. La première phase, c'est cette phase qui est là, la phase ascendante, qui est la phase d'excitation. Donc, elle correspond chez l'homme à l'érection et chez la femme à la lubrification vaginale. Donc ça, c'est une phase ascendante. Ensuite, on a une phase de plateau. Donc, cette phase de plateau, elle est située ici. Hop, la petite phase toute plate. Cette phase, elle peut durer plus ou moins longtemps en fonction de son envie, en fonction de son entraînement aussi. On peut faire moduler cette période un petit peu comme on le souhaite, en fonction de ce qu'on souhaite pour sa sexualité et de son entraînement, notamment au moment de l'adolescence, quand on découvre un petit peu la sexualité. Et donc, ici, on a une phase orgasmique. La phase orgasmique, c'est l'atteinte d'un point qu'on appelle un point de non-retour, qui est le cumul d'un plaisir intense associé à des contractions du périnée, de manière plutôt saccadée. Donc, chez l'homme, ça va correspondre à l'émission de sperme avec l'orgasme. Et chez la femme, ça va être l'obtention d'un orgasme par la contraction du périnée et du vagin. La spécificité de la femme, contrairement à l'homme, c'est qu'après toute cette phase d'excitation, généralement, l'homme passe par une phase de résolution, c'est-à-dire qu'il ne peut pas avoir à nouveau de rapport sexuel avant un petit laps de temps, plus ou moins long, alors que la femme, elle est en mesure d'obtenir plusieurs orgasmes, 1 orgasme, 2 orgasmes, 3 orgasmes, et encore plus si possible. Voilà, donc ça c'est le premier modèle de réaction sexuelle. Ce modèle, il a été complété par le travail d'une femme qui s'appelle Hélène Kaplan, donc environ 10 ans plus tard, qui était donc psychiatre. Et donc cette femme, elle s'est davantage intéressée à la sexualité de la femme. En fait, elle trouvait que le schéma précédent, il présentait davantage un schéma masculin, d'une excitation assez rapide et puis ensuite un rapport sexuel qui a lieu. Et en fait, elle a mis en évidence le fait que le désir, c'est quelque chose qui est important chez la femme avant de débuter la sexualité. Son travail il a été complété également en 2001, donc c'est quand même assez récent, par une autre femme, Rosemary Batson, qui, elle, a mis en évidence deux formes de désir différents. Le désir spontané, qu'on appelle la libido, on est surpris par le fait de ressentir de l'excitation et on ne sait pas trop d'où ça nous vient. Et puis le désir réceptif. Le désir réceptif, c'est le fait de ressentir une excitation sexuelle, soit liée à une stimulation que l'on fait soi-même, c'est-à-dire de l'auto-érotisme, la masturbation par exemple, ou par la stimulation prodiguée par une tierce personne. Les dysfonctions sexuelles de la femme, je passe un petit peu vite. Les dysfonctions sexuelles de la femme en général, les voici. Donc il y a les troubles du désir, les troubles du plaisir, les douleurs pendant les rapports sexuels, donc on a dit les dysparéunies, les vulvodynies, les vestibulodynies et le vaginisme. Ça, ce sont les dysfonctions sexuelles
que l'on retrouve principalement chez les femmes, toutes femmes confondues. Mais du coup, les femmes qui ont l'endométriose sont aussi touchées par ces troubles. Donc là, on parle de troubles qui peuvent être primaires ou secondaires. Alors, la notion de troubles primaires ou secondaires, c'est quelque chose que vous avez peut-être déjà lu dans des comptes rendus, si vous êtes concerné par l'endométriose. Le fait d'être un trouble primaire, ça veut dire que c'est quelque chose qui a toujours existé. Et un trouble secondaire, c'est un trouble qui survient alors que par le passé, ça se passait bien, et là, d'un coup, ça se passe plus très bien. Donc, les troubles du désir, les troubles du plaisir, les douleurs pendant les rapports sexuels et le vaginisme, qui peut être complet ou incomplet, global ou non global. Le désir et le plaisir. Alors ça, ce sont deux notions hyper importantes qui, alors ça peut rassurer de dire ça, mais ce sont des notions qui ne sont absolument pas innées. C'est le résultat d'un apprentissage qui va durer tout au long de la vie. Et donc de dire ça, c'est assez rassurant parce qu'on peut avoir débuté sa vie sexuelle d'une manière un peu chaotique, on va dire, et puis résorber ce problème et en faire quelque chose d'assez sympathique et d'agréable. Le fait d'accéder au plaisir et au désir, et bien en fait, c'est l'autorisation d'une femme ou d'un homme à érotiser son corps, à érotiser ses rapports à l'autre. Et donc, le problème, pour accéder au plaisir et au désir, et bien parfois on est embêté par des petites entraves que peuvent être les composantes éducatives. Donc, dans les composantes éducatives, il y a deux versants. Il y a la notion de la manière dont la sexualité vous a été présentée en tant qu'enfant, la manière dont vous avez eu des schémas familiaux, de démonstration d'amour, démonstration d'affection. Donc il y a cette composante éducative-là. Et puis il y a aussi parfois le manque de connaissance de son anatomie. C'est absolument pas rare de voir des femmes à l'âge adulte qui ne connaissent absolument pas leur corps, qui ne se sont jamais même regardées dans le miroir, qui n'ont même jamais vu de photos de vulve. C'est quelque chose d'assez classique, quelque chose qu'on voit assez souvent dans notre pratique. Et finalement assez évident parce que quand on est un petit garçon, on a facilement accès à son pénis parce qu'il est extrêmement visible, alors que le sexe de la femme, il est un petit peu caché et pas nécessairement exploré. Les influences sociales et culturelles aussi, elles peuvent être un frein dans l'accès au plaisir et au désir. Si la sexualité vous a été présentée comme quelque chose de tabou, avec un poids religieux et culturel lourd, eh bien, c'est pas évident de se laisser aller. Et les carences affectives également. Les carences affectives, si vous avez été un enfant qu'on n'a pas aimé, pas câliné, pas touché, pas cajolé, eh bien, c'est plus difficile de se permettre de ressentir du plaisir, notamment par le toucher. Voilà, le début de la vie sexuelle aussi, il compte dans sa capacité à se laisser aller après dans la sexualité. Et puis si on a été victime d'agression, de traumatisme sexuel. Et un autre point important et quelque chose dont on ne parle peut-être pas suffisamment, le fait de se sentir bien dans son corps et bien dans sa peau, c'est un élément qui est extrêmement important parce qu'il y a des études qui montraient que plus de 50% des femmes se sentent excitées rien qu'en voyant dans le regard de leur partenaire qu'il est excité par elle. Donc c'est vraiment une dimension hyper importante de se sentir bien dans son corps. Donc voilà, la formule magique du plaisir et du désir, ça a bien marché, c'est d'être bien dans son corps, bien dans son couple et bien dans sa vie. Bien dans sa vie, ça veut dire aussi avoir des activités, des choses qui nous intéressent, d'être bien dans son travail, ne pas avoir de choses qui nous dérangent au final. Et c'est difficile parfois d'allier ces trois composantes. Donc pour en revenir juste une dernière fois sur le plaisir et le désir, en gros, le plaisir, donc, en oubliant les petits éclairs là sur la route, le plaisir et le désir, ils peuvent être un cercle complètement vertueux. On ressent du plaisir, on lâche prise, on s'abandonne, on est dans un relâché qui nous permet d'avoir une sensation agréable lors de l'intimité qui nous vient. Et donc on obtient du plaisir. Et donc ce plaisir, il est agréable. Donc à nouveau, on a envie de ressentir du désir. C'est le cercle vicieux, le cercle vertueux, pardon. Mais par contre, quand on a des entraves que peuvent être des préoccupations au travail, vous avez votre chef qui vous a trop mal parlé, ça vous a mis en colère, vous avez votre liste de courses dans la tête, vous dites j'ai oublié d'acheter du shampoing. Tout ça, c'est des entraves mentales, mais il y a d'autres entraves que peuvent être la douleur, et notamment les douleurs d'endométriose pendant la sexualité, qui peuvent empêcher ce lâcher-prise et donc l'accès au plaisir. Et donc, qu'est-ce qui découle de tout ça ? Eh bien,
comme on a des douleurs pendant les rapports et que c'est pas agréable, tout doucement, on ne ressent plus de désir parce que la sexualité n'est plus considérée comme quelque chose d'agréable. Donc tout doucement, on essaye de fuir la sexualité. Et puis on se rend compte en fuyant la sexualité que si juste on est un petit peu tendre avec son partenaire, qu'on lui fait un petit bisou, une petite caresse dans le cou, que chez lui ça suscite une envie sexuelle et que nous on n'est pas tout à fait en mesure de lui donner ce qu'il attend parce qu'on n'a pas envie d'aller chercher la douleur en fait. Donc tout doucement on entre dans un évitement sensuel et là on est carrément dans le circuit vicieux et non vertueux. Pour revenir sur les dysparéunies dans l'endométriose, donc on les différencie en deux catégories. Il y a des dysparéunies profondes et des dysparéunies d'introduction. Les dysparéunies profondes, donc souvent, comme je vous le disais en début de topo, elles sont liées à la présence de cellules d'endométriose au niveau des ligaments utérosacrés. Les ligaments utérosacrés, ce sont deux petites cordes qui maintiennent l'utérus dans la cavité pelvienne. Ces deux ligaments, en temps normal, ils donnent à l'utérus, ils lui confèrent une mobilité, somme toute restreinte, mais quand même une petite mobilité dans la cavité pelvienne. Ce qui vous permet de courir, de faire du sport, de faire l'amour, de faire plein de choses. Et en fait, quand on a des lésions d'endométriose au niveau de ces ligaments utérosacrés, et ben les ligaments utérosacrés, ils deviennent tendus comme des cordes. Ils sont complètement rigidifiés. Et du coup, l'utérus qui était mobile ne le devient plus du tout. Et donc, quand on a un rapport sexuel avec une pénétration profonde, eh bien, le rapport sexuel engendre une sollicitation directe d'un utérus qui ne bouge pas, alors qu'en temps normal, il est mobile. Et donc, c'est parce qu'il ne bouge pas que ça fait mal. Et puis, les dysparéunies d'intromission, mais en fait, c'est un espèce de mécanisme protecteur. Au départ, c'est une contracture qui est volontaire. On se dit, oula, je vais avoir mal, et donc on serre très fort. Et donc voilà, on chasse un petit peu la pénétration. Et puis progressivement, ce mécanisme, au même titre que le vaginisme dont on va parler juste après, c'est un mécanisme qui devient réflexe. On le fait sans le contrôler. Le vaginisme, voilà, donc c'est une contracture involontaire au niveau des muscles périnéaux et principalement au niveau de deux muscles qu'on appelle les releveurs de l'anus, qui au départ se contractent volontairement, ils protègent le rapport sexuel pour ne pas avoir mal, et puis progressivement, le cerveau garde en mémoire que quand on a un rapport sexuel avec une pénétration profonde ou plus ou moins profonde, ça fait mal. Et donc là, ces muscles, ils se contractent de manière complètement involontaire par la suite. Donc ça engendre un spasme qui peut rendre la pénétration difficile, voire même impossible. Et en fait, c'est très handicapant dans la sexualité, mais c'est handicapant dans plein d'autres situations. Le simple fait de pouvoir introduire un tampon quand on a ses règles, le simple fait de pouvoir avoir un examen gynécologique, tout devient compliqué en fait. Voilà, le vaginisme, il est problématique. Et puis, donc, les vulvodynies et les vestibulodynies dans l'endométriose. Donc, ce sont des douleurs qui sont très vives et qui ressemblent à des brûlures, à une gêne au niveau de cette zone qu'on appelle le vestibule, c'est la zone rouge. Et donc, nous, cliniquement, qu'est-ce qui se passe? On va observer ce qui se passe. Et ce qui est complètement frustrant, c'est que la plupart du temps, visuellement, on ne voit rien. Et c'est pas parce qu'on ne voit rien qu'il n'y a rien. Donc, on fait des tests avec un petit coton-tige qu'on appelle le TIC test, pour voir exactement où on a mal et qu'est-ce qui se passe. Mais c'est vrai que ce sont des patients qui sont très difficiles à soulager. Donc, on a tendance à utiliser des gels anesthésiants, des choses comme ça. Il faut essayer plein de choses, mais c'est assez handicapant. Ça peut même gêner dans le port simplement de vêtements, faire du vélo, des choses comme ça, c'est assez compliqué. Et donc dans la sexualité, bien évidemment, ça l'est d'autant plus. On n'a pas véritablement, enfin même comme pour l'endométriose, pas d'explication tout à fait précise de ce problème. On a des hypothèses, notamment au niveau des circuits de la douleur, comme si, quand on est atteint d'une maladie chronique qui engendre des douleurs chroniques, comme si les récepteurs à la douleur, ils étaient complètement saturés et voilà, on atteint des espèces de seuils et on a du mal à les faire redescendre. Voilà, donc il faut faire attention à donc, là, tout ce que je viens de vous dire. Toutes les femmes qui souffrent d'endométriose ne vont pas nécessairement rencontrer de troubles dans leur sexualité et il n'y a pas de normes sexuelles. C'est-à-dire que dans notre société, on a tendance à nous présenter la sexualité comme étant absolument la pénétration vaginale. C'est tout le monde, dans l'esprit global. La sexualité, c'est la pénétration vaginale. En réalité, la pénétration vaginale, c'est une variante de la sexualité. Il y a des centaines de manières de faire l'amour, par le frottement, par les caresses, par la sexualité orogénitale. La pénétration, c'est voilà, juste une variante.
Voilà, il n'y a pas de normes sexuelles, mais c'est vrai que quand on rencontre des difficultés dans sa sexualité, ça vaut le coup d'explorer pour se faire accompagner de la meilleure des manières. Comment on prend en charge? Alors déjà, c'est une prise en charge pluridisciplinaire. Vous allez rencontrer des gynécologues, éventuellement des chirurgiens, des médecins de la douleur avec qui on travaille beaucoup et qui font un travail vraiment remarquable, des nutritionnistes aussi parce qu'on s'est rendu compte que dans l'alimentation, il y a des choses parfois à transformer pour améliorer le confort et l'hygiène de vie des patientes, des nutritionnistes, des thérapeutes. Et donc, c'est important de mettre en place une prise en charge individualisée parce qu'il y a autant d'endométriose qu'il y a de patientes. Et puis aussi, dans le côté relationnel, il faut, je pense, chercher des thérapeutes avec lesquels le contact passe bien. Il faut se sentir bien accompagné, en sécurité, compris. C'est indispensable. Donc l'accompagnement, comme on disait, est pluridisciplinaire et on peut associer plusieurs disciplines ensemble les unes avec les autres. On travaille énormément en équipe, pardon, ça ne marche plus, ok. Et voilà, trouver une prise en charge adaptée à chaque femme et à chaque couple. Les différentes thérapies qui existent, donc il y a les psychothérapies, il y a dans cette liste, donc les TC, c'est les thérapies cognitivo-comportementales, les psychothérapies de soutien, les psychanalystes, l'EMDR, c'est une technique de mobilisation oculaire qui fonctionne très bien, notamment dans les états de choc post-traumatique. Et il y en a plein d'autres, les coachs de vie, enfin, il y en a plein d'autres. Et on a aussi des thérapies à médiation corporelle avec qui nous, en tant que sexologues, on travaille énormément. Les sophrologues, les hypnothérapeutes, les techniques de relaxation fonctionnent aussi très bien, la méditation en pleine conscience, l'acupuncture, le yoga, l'ostéopathie, il y en a plein d'autres encore, de l'auriculothérapie, enfin, il y a plein de techniques qui sont en train de se développer et c'est très bien. Et puis, il y a les kinés avec lesquels on travaille énormément, peut-être plus encore qu'avec les autres, et ça demande encore à se développer, mais c'est vrai qu'on travaille beaucoup avec les kinés qui font un travail formidable, et c'est vrai que dans notre pratique, on se rend compte que le cumul des spécialités favorise véritablement des améliorations et de manière assez rapide. Donc les kinés expliqueraient beaucoup mieux leur travail que je ne vais le faire, mais en tout cas, elles travaillent beaucoup sur la zone donc périnéale pour apprendre aux femmes à relâcher cette zone, à lui redonner un confort, à la relâcher parce que c'est une zone qui a tendance à être un petit peu contractée sur elle-même et un petit peu malmenée, quoi. C'est une zone un petit peu malmenée. Donc elles apprennent des techniques de massage, elles aident les femmes avec différentes techniques que sont le biofeedback, la thérapie. Elles utilisent aussi des dilatateurs. Enfin, il y a plein de techniques qui fonctionnent bien. Et pareil, je pense qu'il faut chercher jusqu'à trouver la bonne personne avec qui travailler. Mais les résultats, ils sont assez sensationnels. La sexothérapie. Alors, en quoi elle consiste? C'est une prise en charge qui est globale. On va rencontrer la patiente sur différents versants. Le versant médical, le versant psychologique, le versant social et puis l'aspect global du couple. Le rendez-vous médical, il a quand même sa pertinence. Il y a des femmes qui vont penser avoir des vulvodynies ou des vestibulodinies liées à leur endométriose, par exemple. Et puis, à l'examen clinique, on va se rendre compte qu'en fait, c'est une petite bride hyménale, donc un vestige de l'hymen, qui aurait mal été rompu lors de l'entrée dans la sexualité. Et en fait, c'est juste ça qui posait problème. Ça peut être réglé très facilement. Donc, l'examen gynécologique, il a ce but-là d'éliminer des malformations, des anomalies, et puis de mettre en place des traitements, donc les éventuelles mises en place de contraception, en continuum, et puis de revoir avec la patiente quels sont les traitements qu'elle prend en dehors. On sait qu'il y a des médicaments comme les neuroleptiques, comme les antidépresseurs, qui ont un rôle sur la sexualité et un rôle pas nécessairement positif. On sait que ça peut engendrer une baisse de la libido. Donc du coup, on accompagne un petit peu tout ça et on les met en évidence. Le côté psycho, on va reprendre avec la patiente son passé, la manière dont elle a développé sa sexualité, comment elle est entrée dans la sexualité, quelle éducation elle a reçue, est-ce qu'elle a vécu des traumatismes, comment la sexualité s'est déroulée pour elle jusqu'à aujourd'hui. Et puis on va aborder le présent, voir comment elle se sent, si elle est un petit peu anxieuse, un peu remplie de culpabilité par rapport à son conjoint, par rapport à plein de choses.
Sur le plan social, on va aborder évidemment l'aspect professionnel et notamment voir si l'endométriose est problématique dans le quotidien, notamment par l'absentéisme professionnel ou scolaire. Et puis les difficultés relationnelles, familiales, donc toutes les préoccupations de la vie normale en fait. Et puis le couple, on va l'aborder. Souvent, il y a un sentiment qui revient, c'est celui de la peur de l'abandon. Parce que quand on impose une maladie à son partenaire, qu'on ne peut pas avoir la sexualité que lui ou elle aurait souhaité, eh bien, on peut se sentir mal, donc on désamorce tout ça. Et c'est vrai que ça peut être intéressant de rencontrer le couple de manière à expliquer. Parfois, le fait qu'un professionnel intervienne et explique que c'est normal d'avoir mal parce que sur un plan scientifique, il y a une explication tangible au fait que la sexualité ne puisse pas se dérouler comme il ou elle le souhaiterait. Voilà, donc tout ça c'est hyper important à aborder, les désirs de grossesse, et puis parfois on découvre des troubles sexuels chez le ou la partenaire de la même manière. Donc tout ça on l'explore en sexothérapie individuelle. Donc la sexothérapie individuelle, c'est une sexothérapie en face-à-face thérapeutique, donc la patiente avec le sexothérapeute. On fait aussi donc de la sexothérapie de couple, donc avec la possibilité que le ou la partenaire vienne à toutes les consultations ou une fois de temps en temps. Voilà, on module un petit peu en fonction de l'envie et du besoin. Et puis il y a la sexothérapie en atelier en groupe. Donc là, on a vu les choses en grand, c'est une photo d'un des sommets de l'ONU, donc rassurez-vous, on est un peu moins nombreux. Mais voilà, l'idée c'est d'accompagner aussi en groupe parce que toutes les femmes n'ont pas nécessairement besoin d'une prise en charge individuelle. La sexothérapie individuelle, le premier rendez-vous, donc généralement il ne faut pas stresser pour ce premier rendez-vous, c'est principalement une prise de contact. Il est possible qu'il y ait un examen gynécologique, mais ce n'est pas systématique. Et donc, on va déterminer quel est le motif de consultation. Pourquoi la femme, elle vient nous voir? Quelles sont ses préoccupations? Est-ce que ce sont ses préoccupations à elle ou à son ou sa partenaire? Et donc, l'objectif du rendez-vous, ça va être de déterminer si, oui ou non, c'est pertinent de débuter une sexothérapie et sous quelle forme. On élabore un plan de soins pluridisciplinaire, donc c'est généralement un rendez-vous à l'issue duquel les patientes repartent avec des ordonnances pour rencontrer des kinés, des ostéos, plein de professionnels, et puis de mettre en place des thérapeutiques comme des gels lubrifiants et d'autres thérapeutiques. Et il est possible aussi qu'on réoriente si on ne se sent pas en mesure d'accompagner la patiente parce qu'elle a d'autres problématiques qui sont à régler en priorité, et là à ce moment-là, on n'hésite pas à réorienter vers des professionnels que l'on sent plus à même d'accompagner. Voilà, et puis la suite de la prise en charge, donc, généralement c'est la deuxième séance, et puis celles qui suivent, on va reprendre l'histoire de la patiente, le vécu de son histoire et de sa sexualité. Les dames rentrent chez elles systématiquement avec des conseils et des exercices à faire à la maison. Et puis, l'idée de cette prise en charge, elle est de diminuer l'anxiété liée à la sexualité, d'apprendre et de réapprendre le plaisir. Alors, il est difficile d'évaluer combien de temps une sexothérapie dure. Elle est véritablement dépendante de l'histoire des femmes et de leur implication aussi, parce que ça nécessite véritablement d'avoir envie. Donc c'est variable. L'idée, c'est pas de faire une sexothérapie qui dure 7 ou 8 ans. C'est d'aller assez vite quand même, et véritablement, je trouve qu'en combinant les prises en charge, on arrive à des résultats assez fantastiques. Les ateliers en groupe, donc ils sont animés par une sexo. C'est un moment que l'on veut convivial avec des patients qui peuvent échanger. C'est un moment, c'est rassurant aussi de se retrouver avec des personnes qui partagent les mêmes problématiques, les mêmes angoisses, les mêmes inquiétudes. Alors, les réseaux sociaux font très bien ça, on se sent peut-être un petit peu moins seul aujourd'hui qu'il y a 20 ans quand on a une maladie chronique. Mais voilà, c'est un moment, un moment dans le réel, qui n'est pas derrière son téléphone, où on échange véritablement avec les gens. Et puis, c'est des petits groupes d'environ 10 personnes. Le partenaire ou la partenaire dans la prise en charge sexologique, il peut avoir adapté plusieurs postures. Il y a des couples qui se sont très bien adaptés, notamment dans la sexualité, à l'endométriose et aux douleurs induites par l'endométriose. Alors, il y a des couples qui ont des sexualités absolument pas pénétrantes et pour qui ça va très bien. Ils ont des orgasmes tous les deux ou toutes les deux. Ils sont épanouis.
Et à ce moment-là, il n'y a pas de problème. Alors parfois, quand il y a par exemple un désir de grossesse, c'est vrai que la pénétration vaginale, c'est quand même un petit prérequis pour tenter de mettre en place une grossesse. Mais voilà, il y a des gens qui sont très épanouis avec une sexualité non pénétrante et c'est très bien comme ça. Donc il y a des partenaires qui sont compréhensifs ou compréhensibles, ou incompréhensifs ou incompréhensibles face à la maladie. Donc j'en reviens à ce que je disais tout à l'heure, c'est vrai que parfois de venir avec sa partenaire à la consultation et de dire allez-y, expliquez-lui pourquoi j'ai mal, et bien parfois ça désamorce un petit peu et certains conflits aussi de temps en temps dans le couple. Il y a des partenaires qui ont peur de faire mal et de mal faire, et puis parfois ça engendre de la frustration, chez l'un comme chez l'autre, la frustration de ne pas avoir la sexualité dont on rêvait, de ne pas avoir la sexualité de monsieur et madame tout le monde, la frustration de frustrer l'autre, mais voilà, la frustration c'est quelque chose qui revient assez souvent. Et puis, il y a des partenaires qui sont tellement mignons et tellement contenants avec leurs partenaires qui ont eux-mêmes développé des dysfonctions sexuelles en miroir pour ne pas les laisser toutes seules dans leur mialaire. Et puis des dysfonctions sexuelles qui sont parfois préexistantes, comme des troubles de l'érection, des baisses de la libido, des pensées sexuelles un petit peu diminuées. Voilà, et donc pour qu'une prise en charge sexologique elle fonctionne, eh bien, il faut que ce soit un problème pour la femme. Il faut qu'elle ait envie d'améliorer quelque chose, qu'elle ait identifié que ça ne va pas. Mais le rôle du partenaire, il est, je dirais, indispensable parce que déjà, on va le faire participer à tous ces exercices à la maison. Où est-ce que vous pouvez trouver de l'aide? Alors, je vous apprends rien, je pense, mais donc sur les réseaux associatifs qui sont super, qui font un chouette travail, des gens hyper investis qui travaillent très très bien autour de l'endométriose, Resendo, France, Endomine, et il y en a plein d'autres. On peut trouver alors, par rapport à la sexo, vous pouvez trouver des adresses de sexothérapeutes sur le site de l'AIUS, qui est l'association interuniversitaire du diplôme d'études de la sexualité humaine, sur lequel Sophie Wilomanski, ma collègue, et moi sommes. Et puis sur les sites internet, donc il y a l'annuaire Resendo, il y a le site Les Clés de Vénus, qui, si vous ne le connaissez pas, je vous invite véritablement à le découvrir parce qu'il est vraiment bien. Les pathologies sont hyper bien expliquées, puis cet annuaire, il est immense, il regroupe toutes les disciplines professionnelles qui interviennent autour de l'endométriose et sur toute la France. Donc si vous habitez loin, dans un endroit un petit peu loin de l'île de France par exemple, eh bien, vous allez forcément trouver des professionnels autour de chez vous. Il y a un autre site dont m'avait parlé une de mes petites patientes qui s'appelle Douleur Féminine, qui est top aussi avec des annuaires, et puis il y a les forums, voilà. Donc il faut être bien accompagné, se sentir comprise, voilà, ça c'est essentiel. Et si le contact ne passe pas avec la personne que vous rencontrez, il ne faut pas hésiter à changer, à demander quelqu'un d'autre, parce que voilà, le temps d'errance il est déjà suffisamment long. Si vous mettez encore du temps avant de tisser un lien et d'être en confiance par la suite, c'est une perte de temps supplémentaire, donc voilà, il ne faut pas hésiter. Nous, ce qu'on propose à l'hôpital Saint-Joseph, on propose 2 parcours différents. Donc, je commence par le plus court, c'est la consultation du suivi en sexologie. Donc ça, c'est un lundi sur 2 à l'hôpital Saint-Joseph, ici. Donc on fait des consultations individuelles ou de couple. Et puis on a mis en place un parcours UMAP, donc c'est une demi-journée sur laquelle les patientes viennent. Et donc, elles rencontrent au minimum 3 professionnels qui interviennent autour de l'endométriose. Donc, ça évite de faire 25 000 allers-retours entre chez vous et l'hôpital. Vous voyez tout le monde le même jour. Donc, il y a un rendez-vous avec une gynécologue qui est spécialisée dans les douleurs du périnée, une sexologue, un médecin de la douleur, et on peut aussi vous proposer des ateliers d'initiation à la sophrologie pour apprendre à gérer soi-même les douleurs à la maison. Où est-ce qu'on prend rendez-vous? Alors ça, c'est le numéro de notre super secrétaire qui s'appelle Anne Lecuna, c'est le 0144 12 77 40. Donc elle prend tous les rendez-vous pour la sexothérapie individuelle et pour les UMAP sexo-endométriose. Vous avez aussi son adresse email, elle répond aussi à tous les mails. Et donc on fait des consultations un lundi sur 2, ici dans ce bâtiment au premier étage. Voilà, et on espace systématiquement de consultations de minimum 2 semaines parce que les exercices qu'on demande à faire à la maison, ils nécessitent du temps et de se voir trop souvent, ça n'a pas de réelle pertinence dans la prise en charge sexologique. Voilà, pour conclure, je fais un petit rappel, c'est vraiment du martelage. Toutes les patientes qui sont atteintes d'endométriose ne vont pas avoir de troubles sexuels nécessairement au cours de leur vie. La sexualité, c'est un apprentissage qui dure toute la vie, donc il y a un caractère non définitif aux douleurs, ça peut être rassurant. Et donc, pour ressentir du plaisir, il faut apprendre à se connaître. Et ça, pour se connaître, ça demande un apprentissage et des explorations de soi.
que la pénétration vaginale, c'est pas la seule forme de sexualité qui existe, et que l'important pour ressentir du plaisir, l'important c'est de ressentir le plaisir, et on s'en fiche un petit peu de la manière utilisée pour y parvenir. Voilà, et puis le plaisir, c'est le meilleur traitement contre le mal, c'est-à-dire que quand on a mal, le fait de tenter de se faire du bien, ça peut améliorer le mal. Voilà, je vous remercie pour votre attention.